Alors, César Awad, donc je travaille au niveau du département Learning and Development. Je travaille avec François sur la partie Supply Chain Academy. Et alors peut-être deux commentaires par rapport à ce que vous nous avez apporté aussi comme expérience. Alors c'est vrai que nous, au niveau des programmes de management aujourd'hui, on intègre une partie supply chain et en fait on fait travailler dans ces programmes-là, on saisit l'opportunité de regrouper des personnes qui viennent de la finance, de l'audit, du marketing, différents métiers du groupe, pour les faire travailler sur l'évolution de la supply chain dans le groupe et comment ça impacte leur métier. Et c'est vrai que ça permet de leur donner aussi cette vision de ce qu'est une supply chain globale. Et on travaille sur des cas d'entreprises, d'autres entreprises, on fait du benchmark et sur des cas comme Amazon et d'autres grands groupes qui aujourd'hui ont réussi à transformer leur entreprise par la supply chain aussi. Et ça c'est assez passionnant parce que ces talents travaillent ensemble à comprendre justement jusqu'où va l'impact de la mise en place d'une supply chain globale dans le groupe. Alors ça c'est effectivement le premier point. Après le deuxième, pour rejoindre ce que disait François sur le customer service et ce que vous disiez Alain, on a remarqué quelque chose d'assez passionnant en travaillant sur les référentiels de compétences supply chain et notamment dans la partie service management. Donc là, la partie qui est peut-être un peu plus soft en fait de la supply chain, on a remarqué qu'en fait pour les formations, vous pouvez délivrer pour les personnes qui sont dans les départements de service management et qui sont au contact des filiales, qui doivent gérer quotidiennement des difficultés qui peuvent être liées à l'arrivée des stocks. On a remarqué qu'en fait, pour ces formations-là, des formations qui étaient dispensées aux personnes qui sont dans le customer service chez nous, par exemple, et qui eux ont à travailler sur comment on explique à un client que son verre, qui est un produit en plus unique, donc on travaille que sur des produits uniques, que son verre ne va pas forcément arriver dans le délai, et bien ces formations-là qui permettent d'expliquer une situation difficile et de la gérer, et bien sont utiles aussi aux personnes qui travaillent dans le service management au niveau du côté supply chain. Et donc en fait des formations en soft skills, et nous c'est vraiment ce qu'on a découvert en travaillant sur plusieurs académies, donc l'académie du customer service, celle de la supply chain, celle des achats. Des formations mises en place pour une académie sur notamment les soft skills sont effectivement, dans certains cas, transversales et très très intéressantes à partager avec les autres académies. Donc voilà, c'est peut-être les deux commentaires. Oui, bonjour, Laurent Vigourou, ex-directeur d'usine dans une PME. Donc j'ai un témoignage et puis une question à poser. D'abord un témoignage, quand j'ai remis en place la supply chain dans l'usine dans laquelle je travaillais, eh bien, au niveau du contrôleur de gestion, j'ai mis son bureau derrière le supply chain manager. Et comme ça permettait de manière assez facile de mettre la finance les mettre à bord, hein, comme tu disais Alain, de manière à ce qu'ils comprennent l'enjeu de la supply chain et que ça puisse ensuite transiter facilement vers le directeur financier et de mettre la supply chain au niveau nécessaire dans l'entreprise. Ma question est la suivante. Vous avez parlé de directeur d'usine, d'une évolution potentielle des supply chain managers. Est-ce que ça veut dire que les directeurs d'usine ne sont pas supply chain managers? Dans une PME, c'est une fonction essentielle. C'est eux les patrons en fait de la supply chain, vu qu'elle n'est pas si étendue que ça. Est-ce que dans les grands groupes, finalement, ils ne sont que acteurs ou ils sont vraiment très impliqués dans la supply chain? Quel est leur rôle? Alors Laurent, ça dépend effectivement aussi de quel est ton chemin vers le client et est-ce que le lien se fait directement entre le client et l'usine. Dans un certain nombre de maisons chez nous, si tu veux, il y a plusieurs unités de production et à un moment donné, il y a une supply chain qui pilote le flux des produits d'une production plutôt centrale vers les différents marchés. Et auquel cas, le responsable de site, le directeur de production, lui, sa responsabilité, c'est d'amener ce dont on a besoin et effectivement de le faire dans le meilleur niveau de qualité, le meilleur niveau de coût et de service. Donc il est un peu plus loin pour le coup que ce que tu peux décrire en PME où il y a peut-être une prise plus directe avec les fonctions commerciales, etc. Là, dans des grands groupes comme les nôtres, en tout cas, il y a une interface un peu entre les deux quand même, qui est le pilotage des flux au niveau mondial et qui est plutôt orchestré par la supply chain, par les activités plus de planning.
Je vais rebondir sur le propos de Laurent par rapport à une question que je voulais poser justement. C'est est-ce que le profil type entre guillemets d'un directeur supply chain, pour vous, il est à peu près figé ou il est mouvant? Pourquoi je dis ça? C'est que j'ai l'impression qu'il y a quelques années, suite à la crise, j'ai l'impression qu'il y a eu une mode des directeurs achat et supply chain. Et j'ai l'impression que là, on est passé à une mode des directeurs production et supply chain. Donc j'ai l'impression que c'est... Est-ce que c'est parce que intrinsèquement, c'est forcément un profil qui peut venir de tout horizon, ou c'est parce que ça se cherche encore? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de profils clients, business et supply chain. Voilà, je pense que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, effectivement, sont dans des logiques de conquête de marché, d'international, etc. Et un bon patron supply chain, c'est quelqu'un qui comprend le business, qui comprend l'international, et qui a cette vision-là, qui effectivement, après, il est capable de le retraduire dans les différentes dimensions, achat, production, logistique. Mais je crois plus en ces profils-là que des profils achat, supply chain, production, supply chain. Je pense que business, client et compréhension des opérations à large, c'est vraiment les bons profils pour la dynamique qu'on a aujourd'hui. Voilà. Tous ces échanges sont passionnants. Je vous propose de voir un peu concrètement ce que ça veut dire une académie chez Sanofi, même si on en a déjà eu quelques pistes à travers les échanges. Donc Karine, je te laisse. Effectivement, ça marche pas en fait. Alors, je vais juste vous montrer en fait quelques slides. Bon, ça, on en a déjà parlé. Une particularité aussi qui est importante de souligner, on en a parlé avec Michel, l'a souligné, c'est aussi la problématique de LVMH, hein, c'est que chez Sanofi, même si l'entreprise est intégrée, il n'en reste pas moins qu'on a vraiment des business complètement différents entre la pharmacie, les produits biologiques, Genzyme, Merial, les vaccins. On n'est pas du tout sur les mêmes logiques hein, dans certains domaines, comme le générique ou ce qu'on appelle en fait tout ce qui est consumer healthcare. On va être vraiment sur de l'agilité, de la flexibilité, on va être très focusé sur les coûts, etc. Et on n'est pas sur les mêmes problématiques côté Genzyme. Enfin, donc on a vraiment un business qui est très diversifié et qui rend aussi finalement une grande diversité des métiers et des modes de fonctionnement. Mais malgré tout, le fait d'avoir un mapping en fait, des compétences et des jobs standards qui sont définis sont très utiles, même si on sait pertinemment que faire de la supply chain chez Genzyme ou pour les produits biologiques d'une manière générale, c'est pas tout à fait la même chose que de faire de la supply chain au sein des génériques. Alors, qu'est-ce que je vais également vous montrer? Donc, dans le processus en fait de la mise en place de l'académie, ça peut aussi vous être utile. On a au niveau du groupe Sanofi, il y a quelques années déjà de cela, on a déployé en fait, on a utilisé une méthodologie hein, qui avait été mise en place puisque la supply chain est une des académies du groupe Sanofi. Qui aujourd'hui compte l'académie finance, l'académie légale, etc. Et donc on est passé, alors je vais rapidement en fait aller sur le slide, mais on est passé donc par une première étape de définition des postes clés, de ce qu'on appelait en fait les standard jobs, hein, les 20 et quelques postes cibles, définition des compétences. On a défini aussi le scope. Notre priorité, en fait, avant tout, c'était de se focaliser en particulier sur les supply chain usines. On a beaucoup aussi, en fait, au sein de nos usines, on a un public assez diversifié. On a fait pas mal il y a beaucoup de mobilité interne, hein, donc on a beaucoup de professionnels de la supply chain qui ne viennent pas de ces fonctions, qui n'ont pas forcément les compétences ou l'expérience, parfois même pas forcément la motivation. Hein. Donc l'idée c'était vraiment de se centrer sur ça. Et on est parti, donc je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, mais avec 3 programmes de formation, préparation aux certifications, donc BASICS,
CPIM et CSCP. Et comme le disait en fait Alain, ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'utiliser ce qui existe sur le marché ou en interne, et qui soit quelque chose de reconnu en fait mondialement. Et on a la chance, puisque finalement en supply chain, il y a beaucoup de certifications qui existent worldwide, donc ça c'est quand même un atout par rapport à d'autres fonctions. Et donc notre idée c'était vraiment de faire quelque chose de simple, qui s'adresse à un public large, et que l'on soit en fait au siège à Paris, en France, ou dans l'usine à Hangzhou ou en Afrique du Sud, et bien qu'on puisse être formé aussi de la même façon. Voilà. Donc, autre programme aussi sur lequel on est en train de travailler avec l'école centrale. Donc, on a aussi un partenariat comme LVMH avec l'école centrale. Donc, on est en train de travailler sur un programme de forecast et demand planning. Donc, on est en train de construire le programme et on devrait lancer le pilote à la fin de l'année. Et puis, juste pour vous montrer sur les compétences. Voilà, alors. Sur les compétences, donc le projet est encore en cours, en chantier. On a défini environ donc, une vingtaine un petit peu moins de 20 compétences. L'idée, c'est vraiment d'avoir les compétences clés transverses à la famille de métiers, focusées essentiellement sur les compétences techniques, parce qu'on a un référentiel de compétences aussi au niveau du groupe Sanofi sur les soft skills, qui s'appelle les Lead Competencies. Et puis on a défini en fait 3 niveaux en fait de profondeur de compétences, 1, 2, 3. Et notre idée aussi, c'était vraiment de mettre en place un outil qui soit simple, utilisable par tous les collaborateurs supply et leurs managers, et avec vraiment la volonté, je dirais, de servir de support, de l'utiliser comme un support pour bâtir le plan de formation, l'utiliser aussi comme un outil dans le recrutement, etc. Donc c'est à la fois utile pour les professionnels de la supply, mais aussi pour les RH. Et donc je voulais juste vous montrer, en fait, voilà notre outil qui est encore un draft, on ne l'a pas lancé, donc on ne l'a pas communiqué à la communauté supply chain. Et en fait dedans on y mettra donc le guide des compétences avec toutes nos compétences par benchmark job type, des exemples de career path, parce que ça c'est important aussi de montrer quand on passe par la supply, eh bien on peut faire plein de choses, on peut venir d'horizons aussi différents, et c'est aussi la diversité est aussi un atout dans cette fonction. Et puis il y a une partie où le collaborateur peut faire lui-même son auto-assessment. Il n'y a pas d'enregistrement. Et là, donc, une partie qui sera dédiée en fait à des documents. On a beaucoup utilisé aussi ce qui est fait par l'APIX. Voilà. Et puis juste pour vous donner une petite idée, lorsque le collaborateur en fait fait son auto-assessment, eh bien, il peut voir en fait comment il se situe sur les différentes compétences. Voilà. Question ? Voilà, donc j'avais une petite question, c'est peut-être côté instructeur APIX. Si je comprends bien, donc il y a quand même pas mal de volonté de capitaliser sur les certifications internationales, qui est certainement un plus pour les individus. Je voulais un peu avoir votre sentiment par rapport, parce que très souvent nous en tant qu'instructeurs on reçoit de temps en temps comme retour d'information que oui c'est bien, mais je n'ai peut-être pas envie moi en tant que personne de passer le temps, de m'engager dans ce genre de processus, même si j'ai envie d'être un professionnel de la supply chain. J'ai pas l'envie spécialement d'aller au bout de 5 modules et de passer autant d'heures pour être reconnu, certifié. Je voulais un peu savoir comment vous pouvez gérer ce genre en interne, à savoir que peut-être que la personne est très professionnelle, mais qu'elle n'a pas envie spécialement d'évoluer ou de devenir expert dans un domaine défini de la supply chain. Comment est-ce que dans votre Supply Chain Academy, vous traitez ce genre de problème? Alors, en fait, on n'a pas de programme imposé, c'est-à-dire qu'on n'impose pas, en fait aux collaborateurs de participer au programme de l'académie. C'est un privilège pour lui de le faire.
Il est évident que ça a un coût aussi, hein, donc effectivement, c'est un investissement à la fois pour le collaborateur en termes de temps, mais aussi pour l'entreprise d'un point de vue financier. Donc nous, on a choisi en fait de ne pas imposer aux collaborateurs en fait le programme. Ça, en fait, on sélectionne les personnes sur la base de recommandations en fait de la ligne, de la hiérarchie, et puis échange entre le collaborateur et le manager. Sachant que la formation se fait en anglais, donc parfois dans certains pays comme la France notamment, ou certains pays africains, c'est un peu plus compliqué. Et puis qu'on fait un petit test et qu'on s'assure vraiment que le collaborateur est motivé pour aller jusqu'au bout de la démarche, parce que il faut savoir aussi, et on en parlait en fait avec Michel avant de venir, c'est que aujourd'hui on développe de plus en plus en fait des modules de e-learning, de webinars, etc. C'est très bien, mais il n'empêche qu'on se rend compte aussi que le collaborateur souvent il a besoin d'avoir un contact, il a besoin d'échanges, et généralement les gens préfèrent le présentiel. Donc et ça, faut l'avoir en tête, parce que même si on est de plus en plus orienté digital, il n'en reste pas moins qu'on est tous des humains et que généralement on préfère faire une formation en fait dans une salle avec ses collègues. C'est quand même plus interactif que de faire des webinars. Donc ça nous demande aussi un effort, ça demande des efforts aux collaborateurs, et ça nous demande en fait à nous, à la fois en tant qu'RH et puis en tant que, puisqu'on travaille avec Gérald Mendes sur la partie académie, ça nous demande des efforts de relance, vraiment de motiver les gens et d'arriver à animer ce réseau. Et c'est pas facile. Oui, alors moi j'ai une question. Catherine Botros, je suis chef de projet RH au sein du groupe Albea, donc dans le packaging cosmétique. J'ai une question par rapport au e-learning et au webinar. Est-ce qu'il y a du temps aménagé spécifiquement pour que les personnes puissent suivre ces modules, ou est-ce que ça doit être à elles d'aménager leur temps et de s'organiser, de faire ça peut-être même sur le temps du week-end voilà, donc est-ce que vous avez des temps dédiés pour ça? Et l'autre question, c'est de manière plus générale, vous parliez tout à l'heure de la problématique de retenir les talents. Donc le programme de développement des compétences peut faire partie effectivement d'une première approche pour les retenir, mais une fois que les certifications ont été acquises, que les compétences ont été développées, est-ce que vous avez justement dû mettre en place des compléments pour s'assurer que ces talents avec des nouvelles certifications, des nouvelles compétences ne vont pas partir? On ne vise pas forcément le même public. Alors pour tout ce qui est gestion des talents, on a vraiment aussi je dirais un procès, de développement en fait de compétences plus centrées sur tout ce qui est leadership, orientation business, etc. Et là pour le coup, l'idée c'est que quand même derrière on puisse retenir les collaborateurs. Par rapport en fait au programme de formation de l'académie, on n'est pas exactement sur le même public, puisque là c'est un public qui est quand même beaucoup plus large en fait. Hein. On ne sélectionne pas uniquement les personnes qui sont des personnes à potentiel, etc. Ce que l'on peut faire lorsque on est sur des programmes qui sont plus des programmes de développement de leadership. Après, comment on s'assure? Je dirais, on compte aussi sur l'engagement des collaborateurs, hein, mais on n'est jamais sûr de rien. Donc voilà, on met en place ces actions pour aider les collaborateurs dans leur développement, aider aussi l'entreprise, hein, mais il y a toujours un risque en fait que, au final, le collaborateur quitte l'entreprise.